Bonjour à tous, donc je suis Mathieu Gouel et je vais vous présenter, je suis doctorant au LIPSIS et au LYNX. Je vais vous présenter un petit peu la programmation orientée objet. C'est donc c'est vraiment, ça va être plutôt syntaxique, on ne va pas vraiment parler de best practice un peu plus avancées. Ça va être vraiment pour découvrir la programmation orientée objet en Python. Alors, donc on va commencer juste avec un exemple. Donc j'ai essayé de ne pas prendre un exemple du style les animaux ou les voitures, et pour essayer de rester un petit peu dans des exemples un peu concrets en programmation, même si bon là c'est vraiment simple. Donc on peut imaginer qu'on a un programme. Et comme souvent, par exemple, on veut exporter des données, par exemple, qui sont dans un dictionnaire, en JSON ou en YAML, en différents formats, quoi. Et donc, la première chose qu'on peut se dire, c'est on va faire une série de fonctions qui prend un dictionnaire en entrée, et on va avoir un toJSON qui va dumper le dictionnaire en JSON, un toYAML, etc. Donc, et ça, comme on voit, ça marche, hein. Après, quand on utilise toJSON sur un dictionnaire, on va avoir l'output. Donc ça, c'est, on va dire, une façon un peu procédurale, une approche un peu procédurale. Mais en fait, on pourrait voir le problème d'une façon un peu différente. On pourrait imaginer avoir un objet, donc on va dire une structure, qui va à la fois qui va à la fois encapsuler la donnée, donc par exemple ce dictionnaire, et aussi les fonctions, les méthodes ou les moyens d'interagir sur cette donnée. Et ça, tout ça, ça sera lié à un même objet, à une même structure. Et donc, du coup, on va créer un objet pour chaque donnée du type de l'objet qu'on veut. Donc là, par exemple, là, c'est la première classe finalement qu'on va faire. Syntaxiquement, on commence avec le mot-clé classe et le nom de la classe. Donc en fait, une classe, en fait, ça va être un petit peu comme un blueprint, comment on dit blueprint comme un modèle, voilà, qui va décrire un peu l'objet qu'on souhaite créer, qu'on souhaite instancier. Et donc là, en l'occurrence, notre objet, sa classe associée, ça va s'appeler config. Et la première chose importante qu'on va voir, c'est cette espèce de fonction dans l'objet, donc dans la classe, donc une méthode, qui est un peu spéciale, qui s'appelle underscore underscore init underscore underscore. Et ça, pour des gens qui ont déjà fait de la programmation objet, ça s'appelle un constructeur. C'est en fait une méthode qui va être appelée à chaque fois qu'on crée l'objet pour la première fois. Et ça va nous permettre de, par exemple, instancier, on va dire définir les attributs, donc les données de l'objet. Un truc qui est un peu bizarre la première fois qu'on fait de la programmation orientée objet en Python particulièrement, c'est ce paramètre self qu'on va retrouver quasiment dans la majorité des fonctions à l'intérieur des classes qu'on appelle donc des méthodes. Et en fait, ce paramètre-là qu'on ajoute, ça représente, comme son nom l'indique, l'objet en lui-même. Et donc, quand on fait en dessous self.data égale data, finalement, on dit que notre objet, il va avoir une variable, un attribut data, qui va être égal aux data qu'on passe en paramètre à la création de l'objet. Donc, en l'occurrence, là, quand je crée config, dedans, là, j'ai un paramètre qui est un dictionnaire. Et donc, c'est ça, notre data. Et donc, à la création de l'objet, on va créer un attribut data qui s'appelle pareil, qui va faire référence
à ce paramètre. Et donc ensuite, si je fais config.data, je vais directement accéder à cet attribut sans avoir besoin de créer des fonctions ou des méthodes qui permettent d'accéder à cet attribut. En fait, en Python, on n'a pas besoin de faire ça. On peut directement accéder à un attribut en faisant point l'attribut. On va reparler de ça un peu plus en détail. Par contre, là, dans cet exemple, on a défini un objet et on lui a associé une donnée, data, mais on ne lui a pas associé de méthode pour interagir avec cette donnée. Et c'est quand même ce qu'on veut dans notre exemple de départ. Là, c'est le même exemple, mais un petit peu raffiné, où j'ai rajouté finalement des méthodes, JSON et YAML, qui permet en fait de modifier, qui permettent d'interagir avec cette donnée dans le but de retourner soit cette donnée en JSON ou soit cette donnée en YAML. On peut noter qu'il y a encore une fois là ce mot-clé, ce paramètre self qu'on ajoute, mais pourtant, vous voyez, quand ensuite on appelle JSON ou YAML, on n'a pas, c'est pas un paramètre qu'on doit définir, c'est un paramètre qui va être automatiquement ajouté en fait. Et self nous permet, souvent au début de la programmation orientée objet, en Python, on l'oublie, mais on se rappelle vite qu'il faut le mettre parce que dès qu'on va vouloir interagir avec la donnée de l'objet en lui-même, on va avoir besoin de faire self.data et donc du coup que self soit défini quelque part dans la méthode. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais moi, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, c'est pas que je l'ai oublié, c'est qu'il est à gauche. C'est le config point qui est le self de. Comment... Ben, alors, comme c'était un argument antéposé finalement. Oui, ouais, c'est ça. Préfixe au lieu d'être le postfixe. En fait, c'est JSON de petit config, enfin config lowercase. Oui, c'est ça. Bah, c'est l'objet en lui-même instancié. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu pourrais appeler config avec la classe .json et passer le paramètre self toi-même. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et donc du coup, là, on a un petit peu un objet typique, c'est-à-dire un objet qui détient des données, donc là, en l'occurrence, un attribut, l'attribut data, et des méthodes qui permettent d'interagir avec cette donnée. Alors là, en l'occurrence, ça ne modifie pas la donnée, hein, c'est juste que ça la prend en paramètre et puis ça va faire un output différent. Mais on peut tout à fait avoir des méthodes qui changent la donnée en elle-même, qui la modifient. On va voir ça tout de suite. Oui, donc voilà. Donc là, je redis que cette donnée data, on peut y accéder directement sans avoir besoin de méthode. Et on peut la modifier aussi très facilement. La data, c'est un dictionnaire. Donc, si je veux changer une des clés du dictionnaire avec voilà, un peu comme d'habitude, je peux. Et ensuite, JSON, il va faire référence à la donnée qui a changé, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, config.json, paramètre 1, il est plus égal à 1, mais il est égal à 2. Et donc, comme je disais aussi, les méthodes qu'on crée, elles peuvent aussi modifier la donnée. En l'occurrence, là, j'ai créé une méthode un peu très simple, hein, où en fait, ça remet à zéro le dictionnaire, enfin, ça vide un peu, entre guillemets, le dictionnaire. Et ça marche très bien. Donc, première chose importante à se rappeler, surtout si on vient du Java ou d'autres langages de programmation fortement orientés objet, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle les getters et les setters de chaque attribut, c'est-à-dire faire get, là en l'occurrence, de faire une méthode getData ou setData pour le modifier. On peut faire juste .data et le modifier directement ou l'accéder directement. Souvent, on voit que quelqu'un est nouveau en programmation orientée objet en Python quand on voit ces getData, setData, etc. Ouais. Ah, je vois pas les. Alors, non, c'est juste les liens que j'ai mis. Ah oui, d'accord. Ouais, n'hésitez pas à me redire les questions ou de le dire.
Je surveille. Ça marche, merci. Voilà, donc ça, c'est la base. Ah oui, et juste une dernière chose, c'est que ces méthodes, donc ces fonctions à l'intérieur des classes, là, c'est, mis à part ce self qui est apposé au début, ils peuvent prendre des paramètres, c'est exactement comme des fonctions habituelles. Par exemple, là, je fais juste un petit exemple où il y a un argument préfixe. Il n'y a pas de choses spéciales qui se passent par rapport à ça. On peut avoir des paramètres comme avant. Voilà. Donc là, premier petit exercice. Donc je vais vous donner, je vais pas, disons que je vais vous permettre de faire l'exercice en même temps, mais je ne vais pas attendre. Je vais faire comme Maxime a fait la dernière fois. Je ne vais pas attendre que vous le fassiez, puis donner la réponse. Comme ça, on gagne un peu de temps. Mais par contre, si vous avez des questions sur l'exercice, n'hésitez pas à le dire. Et puis peut-être qu'à la fin, je donnerai, ou un peu plus tard, je donnerai la réponse. Donc là, c'est un exercice vraiment classique, c'est d'écrire une classe rectangle qui prend deux attributs, width et height, qui correspond à la longueur de chaque côté, et avoir deux méthodes qui, du coup, vont interagir avec ces attributs, une périmètre et une R. OK, donc maintenant qu'on a défini un petit peu les trucs classiques, enfin, on va dire assez standards de comment écrire une classe, on peut parler d'un concept. Je ne vais pas être trop conceptuel hein, dans la présentation, mais je vais nommer des concepts, parce que c'est des concepts qu'on entend vraiment souvent en programmation orientée objet. Le concept d'encapsulation, c'est justement le fait d'avoir les données, les méthodes au sein d'une même unité, un objet, et que les données soient encapsulées de telle façon qu'on normalement on n'y accède pas directement, on y accède via les méthodes, avec justement les getters et les setters ou des méthodes qui utilisent les attributs. Mais en Python, ce concept il est beaucoup moins restrictif, c'est-à-dire que par défaut tous les attributs sont publics, comme le point data qu'on avait. Donc, en fait, on a trois cas souvent pour les attributs. Soit ils sont publics, soit ils sont protégés, soit ils sont privés. Protégés, on va dire, c'est des choses. En Python, en fait, ça n'existe pas non plus. Mais par convention, on peut souvent voir des choses du style la donnée, c'est self._data. Et ce underscore data, c'est un petit peu une convention juste pour dire, généralement, on va utiliser une méthode pour modifier ou pour accéder à cet attribut protégé. Mais en fait, dans Python, il n'y a rien qui empêche de faire config._data et de le modifier. C'est pas interdit. On ne va pas avoir une erreur, etc. J'ai une petite question philosophique. Ouais. En pratique, moi, je constate quand même que quand je programme orienté objet en Python, j'ai souvent un certain nombre d'attributs, machin, etc., où en fait, ce n'est pas tellement prévu dans le fonctionnement de ma classe que la valeur d'attribut puisse être modifiée par l'utilisateur. Et s'il le fait, ça va sûrement faire des bêtises parce que entre-temps, j'ai calculé des trucs, machin, etc. Est-ce que toi, tu penses que c'est mal? Est-ce que tu penses que je devrais justement les appeler avec un underscore? Est-ce que je devrais mettre un setter qui fait que c'est impossible? Disons, après, donc ça, c'est des considérations plus de design. Et oui, comme on disait, parfois, c'est un peu case to case. Après, moi, dans ces cas-là, on va dire, si j'ai pas envie de trop réfléchir, je vais mettre au moins un underscore. Comme ça, par convention, c'est un petit peu un espèce de contrat tacite avec la personne qui utilise la classe, dans le sens où tu peux le modifier, mais viens pas te plaindre que ça va te casser. Il y a le cas aussi assez classique, excuse-moi, où en fait, tu as envie que ta variable soit vraiment publique, elle fait partie de ton API, notamment en lecture, c'est-à-dire que tu garantis le fait que les gens vont pouvoir la regarder, qu'elle va bien contenir ce qu'elle est censée contenir. Ouais. Mais en fait, tu n'as pas tellement envie que les gens la modifient manuellement, en faisant objet.attribut égale machin.
Alors- Moi, pour le moment, j'ai un peu tendance à partir du principe que s'il n'y a pas d'exemple de ça dans la doc, ça sous-entend qu'on ne te garantit rien si tu vas le faire. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est un peu, tu vois, un peu léger comme attitude ou... Ouais, je ne porterai pas de jugement. Non, mais tu peux me dire que j'ai des attitudes légères. Hein, non. Alors, si vraiment tu veux pas, tu sais, alors j'en parle pas vraiment, mais tu sais, il y a, par exemple, disons, si ton attribut il s'appelle data, tu peux faire le décorateur data.setter et redéfinir comment voilà. Et donc, du coup, tu peux mettre un raise, tu peux mettre une exception ou même juste un pass, quelque chose comme ça, pour vraiment unforce le fait que, voilà. Mais ça, disons que pour moi, c'est un peu, pas overkill, mais c'est vraiment si tu veux pas que. De la même façon, tu peux appeler ton truc self._data et faire une property qui s'appelle data et qui renvoie à self._data et pas mettre de setter. Ouais. Mais en fait, tu vois, en pratique, j'ai pas envie de faire ça pour tous les attributs que je définis dans ma classe et en pratique, je le fais pas, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais après, bon, voilà. On va voir un peu très rapidement le property. D'ailleurs, en fait, pour répondre à Fanfan, je pense que le truc, c'est que, enfin, je sais pas pour toi, mais généralement, les attributs, tu les définis dans le constructeur et généralement, ils bougent pas trop par la suite et ensuite, tu appelles essentiellement des méthodes. Enfin, oui, tu vas me dire, il y a toujours des contre-exemples où tu es amené à modifier les paramètres par la suite, mais c'est très souvent, ton objet, il est construit, il bouge pas vraiment, tu calcules tes trucs et les gens passent par des méthodes. Donc, après, en Python, tu as zéro garantie, en fait. Tu n'as pas de notion. Si tu veux protéger vraiment le truc, c'est juste pas le bon langage. Donc, oui, on est d'accord, mais sans même parler de les protéger, si tu veux, il n'y a aucun endroit où je documente explicitement le fait que ma variable self.data, elle est ouverte aux 4 vents en lecture et je suis très content si les gens vont lire directement dessus. Mais que par contre, s'ils la modifient, ça risque de faire des trucs. Ouais, mais ça, c'est leur problème. C'est la philosophie de Python. C'est un Python, tu as le droit de tout faire et si tu fais n'importe quoi, c'est ton problème. Après, comme le dit Mathieu, il y a certains frameworks qui notent avec des underscores et des machins pour dire attention à l'utilisateur, fais pas trop n'importe quoi quand même, ça risque. Mais c'est pas obligatoire en fait. Et puis rien n'empêche d'ailleurs de modifier ces attributs. Donc, comme dit Olivier, Marco, pardon. Ça a été un peu reproché à Guido von Rossum au début que tout soit public. Et une des justifications, c'est le programmeur n'est pas un gamin, quoi. Genre, s'il casse le contrat, il casse le contrat, quoi. Après, tu peux toujours faire, donc la troisième truc que j'ai pas encore dit là, c'est faire des private attributes. Donc, au lieu de faire un seul underscore, tu en fais 2 pour le coup. Et là, pour le coup, Python va vraiment créer une erreur si jamais tu essayes d'accéder à cet attribut ou le modifier. Au début, c'est pareil, souvent les gens qui viennent de Java et tout, ils vont mettre des doubles underscores partout. Moi, quand j'ai appris la programmation orientée en Python, j'en mettais vraiment tout le temps partout parce que justement, je voulais être hyper clair sur mon contrat, etc. En vrai, quand on commence à lire du code de la communauté, on voit que c'est quand même super rare de faire ça et que c'est un petit peu anti-pattern, c'est anti-pattonique dans le sens où tous les attributs sont publics par défaut. C'est un petit peu après deal with it, quoi. Excuse-moi, du coup, je hack complètement ta présentation, mais c'est que comme on est en mode workshop, tout ça. Typiquement, pour prendre l'exemple du rectangle, moi, un truc que je ferais typiquement, c'est j'aurais mon init, voilà, où je prends la largeur, la hauteur, tout ça. Et après, ma méthode area et ma méthode perimeter, en fait, non seulement ce ne seraient pas exactement des méthodes, ce seraient des properties, mais ce serait même des cached properties pour moi. C'est-à-dire, en fait, je les calcule une fois pour toutes. Ah oui. Et puis, si après, on me redemande l'aire du rectangle, je vais juste renvoyer le résultat parce que, en fait, je l'ai déjà calculé, c'est rien que je le recalcule. Alors ça, c'est un peu dangereux parce que pour le coup, effectivement, si je change si plus tard dans mon code, je change la longueur d'un de mes côtés, et ben là, tu vas avoir le mauvais résultat. Exactement, on est bien d'accord. Donc ça, c'est des trucs qui m'arrivent très, très souvent parce que, évidemment, j'ai des trucs plus coûteux à calculer que l'aire, que le périmètre, etc. Et du coup, en fait, moralement, alors, de deux choses l'une,
soit en fait, je décide que mes attributs largeur et hauteur, ils sont moralement mutables. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais leur faire un setter qui fait que quand tu mutes le truc, en fait, ça efface tous les résultats qui sont en cache parce qu'ils sont plus valables. Ouais. Donc ça, c'est une solution. Soit je considère que moralement, ils sont immutables. C'est-à-dire que si tu veux créer un rectangle qui a une autre largeur, bah, juste tu crées un nouvel objet rectangle et tu arrêtes de nous embêter à vouloir modifier celui qu'on a déjà fait. Et à ce moment-là, et en fait, souvent c'est le plus simple en réalité parce que tu n'as aucun gain à modifier les paramètres d'entrée et c'est beaucoup plus simple de faire un nouvel objet. Et du coup, je me pose un peu des questions sur à quel point j'ai envie de le dire à l'utilisateur, à quel point justement je vais me rajouter un overhead du genre mettre ça sous forme de property avec un setter, enfin sans setter pour être sûr que machin, ou est-ce que je m'en fous et juste s'il n'y a pas d'exemple dans la doc où on modifie la width d'un rectangle, pas d'exemple dans la doc, égal, ce n'est pas garanti par le package, tu vois. Bah, je comprends très bien. Je pense qu'il y a une espèce de petite tension entre la lisibilité du code et la complexité du code, de devoir faire dans ton cas des setters, des properties partout, etc., juste pour vraiment être sûr que ça marche dans tous les sens. Bah, justement, avoir peut-être des trucs qui vont moins bien marcher. Après, ça coûte rien, par exemple, de mettre, tu sais, quand tu fais ta doc, parfois, tu as des docs auto-générés en fonction de tes méthodes, etc. Là, peut-être de rajouter dans ta docstring ou truc comme ça, bah, ce truc-là est en cache, si vous voulez, enfin, tu vois, mais ça dépend à quel point c'est grave. Enfin, c'est un peu un espèce de choix de design. Bah, là, vu que tu parlais de rectangle, je donne la réponse. Donc, on a créé notre constructeur init avec avec nos deux paramètres de base, le petit self qu'on rajoute pour pouvoir créer nos attributs width et h. Et comme ça, dans nos méthodes perimeter et area, on va pouvoir s'en resservir. Et donc là, bah voilà, c'est ça. Et comme tu disais, on peut faire un tout petit peu mieux dans le sens où perimeter et area, finalement, c'est des nombres. On pourrait se dire, ça pourrait être finalement des attributs de notre... Enfin, c'est en fait des attributs de notre rectangle. Et donc, on voudrait potentiellement pas forcément avoir besoin... Enfin, on n'a pas de paramètres à lui rajouter, quoi. C'est directement calculé à partir des attributs qu'on a et on voudrait potentiellement pouvoir se passer de ces deux parenthèses, quoi. Au lieu que ce soit une fonction, que ce soit un attribut comme width et height. Et ça, on peut le faire avec le décorateur property. Donc, je ne sais pas si les décorateurs, depuis qu'on est revenu, on recommence un petit peu, on a beaucoup parlé, mais en clair, les décorateurs, c'est des choses du style où, en fait, c'est une structure qu'on rajoute avant une méthode ou une fonction pour la modifier. Je ne vais pas expliquer comment on les crée ici, mais on peut en faire soi-même. Et là, le décorateur property, c'est un décorateur built-in qu'on met devant au-dessus des méthodes, qui permet de dire en clair, donc il n'y aura jamais de paramètres en plus là, qui permet directement d'accéder à perimeter et area sans les considérer comme des méthodes, mais plutôt comme des attributs. Et là, je pense que par rapport à ce que François disait avant, il y a un peu une sorte de contrat implicite ici. Quand tu fais ça, que accéder à un attribut, c'est pas coûteux. Tu vois, si ce que tu mets derrière, c'est un calcul qui est coûteux, c'est trompeur parce qu'en général, il y a ce contrat implicite que quand tu accèdes à un appel de fonction, ça peut être arbitrairement coûteux, mais accéder à un attribut, normalement, c'est cheap, tu vois. Tout à fait. Et il faut faire attention, je pense. Oui, il ne faut pas qu'il y ait après. C'est 20 minutes à chaque fois, sauf si c'est cache property. Voilà. Absolument. Si je peux me permettre une toute petite remarque, si ma mémoire est bonne, @property a surtout été introduite le jour où on s'est dit ah bah tiens, il y a des trucs qui jusque-là étaient des attributs, mais en fait maintenant on veut plus que ce soit des attributs parce qu'on préfère les calculer ou whatever, mais on veut pas casser la backward compatibilité, donc on va pouvoir envelopper une méthode dans une property qui fera comme si c'était un attribut. Donc, à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais après, parce que sinon, syntaxiquement, la seule chose que ça change, c'est que tu enlèves les parenthèses derrière l'appel de périmètre et c'est la seule chose que ça change en vrai. Mais ça apporte pas grand-chose d'un point de vue sémantique. Donc,
Pour moi, arrobas property, c'est surtout utilisé pour des histoires de backward compatibilité. Tu as hésité entre méthode et attribut et ça te permet de faire la bascule, quoi. Peut-être que c'était introduit pour ça au début, mais j'ai l'impression que c'est rentré dans l'usage quand même, même dans le livre moderne, sans compatibilité de le faire. Une autre façon de dire ce que disait Marco, c'est que d'une certaine façon, le mettre en property, ça cache des détails d'implémentation. C'est-à-dire que tu pourrais tout à fait imaginer que ta classe rectangle, en fait, dans son init, une fois qu'elle a enregistré la width et la height, en fait, elle fait self perimeter égale nanana et self.area égale nanana. Donc, elle le calcule à l'init. Et puis après, ça, tu peux l'accéder quand tu veux. Et du coup, toi, que ce soit fait directement dans le init ou que ce soit fait en fait au moment où tu demandes le périmètre, en tant qu'utilisateur, en fait, ça ne te regarde pas et tu t'en moques. Et donc, du coup, le fait de le faire sous forme de property et de ne pas avoir ces parenthèses-là rend ces trucs-là de façon complètement transparents du point de vue de l'API et n'en font que des détails d'implémentation. C'est ça, mais si tu regardes, il y a pas mal de cas où, par exemple, finalement, tu gardes une méthode bien qu'elle n'ait pas de paramètres. Tu regardes, par exemple, l'objet string de Python. Tu as la méthode isalnum qui permet de vérifier est-ce que c'est une chaîne qui contient que des caractères alphanumériques. Il y a des parenthèses. Tu vois, c'est une vraie méthode, ce n'est pas une property. Ça aurait pu être une property, mais ça n'en est pas une. Et donc, en fait, tu t'aperçois que la réponse, elle n'est pas aussi absolue que ce que tu dis, Kevin. Ouais. Après, comment dire, le building de Python parfois se contredit un peu, hein, donc c'est pas toujours parfaitement. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais ouais. Et juste à noter, même si je pense que c'est clair pour beaucoup de gens, la différence entre faire une property et directement calculer self.perimeter et self.area dans l'init, c'est que du coup, justement, comme on disait, si on change après coup .width ou .height après l'instanciation de l'objet, la property va faire que ça va s'adapter, alors que dans l'autre cas, il faudrait aussi recalculer le périmètre. Mais ça ne change pas que ça. Ça change aussi ce que tu mémorises. Ça va la recalculer, d'où ce que disait Maxime. Si c'est très coûteux, c'est peut-être pas la meilleure solution. Oui, ça change aussi ce que tu mémorises, mais je parle d'un point de vue entre guillemets contrat utilisateur. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est simplement que ton objet, si tu stockes self.area et self.perimeter dedans, il coûte 2 fois plus cher en mémoire. Donc là, bon, on s'en fout, c'est de peu temps. Après, dans l'absolu, voilà, c'est pas toujours aussi gratuit, surtout si tu as beaucoup d'instances. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour revenir à mon truc de départ, donc là, j'ai fait les 3 cas avec le même objet, hein, mais self.data, il est directement accessible. Self._data aussi, même si du coup, c'est une espèce de convention syntaxique pour dire qu'il est protégé, entre guillemets, qu'il ne faut peut-être pas le modifier. Et __ data, là, pour le coup, si j'essaie d'y accéder ou de le modifier, je vais avoir un attribut erreur, object has no attribute __ data, comme s'il n'existait pas. C'est quoi ce transpect bizarre? Oui, alors c'est parce que j'utilise des dingueries, mais bref, ça fait bizarre. À noter qu'il y a quand même un hack pour pouvoir modifier __ data, dans le sens où c'est pas absolu, quoi. Ça veut pas dire ton utilisateur ne pourra jamais le modifier, et on peut un peu hacker le truc pour le faire, mais bon, évidemment, c'est moche. Donc, si tu le fais, c'est moralement que tu. C'est que là, en fait, c'est un truc comme ça. Tu dois taper dans le __ dict et directement charcuter dedans. Comme ça aussi. Alors là, évidemment, voilà. Mais là, le underscore, le nom de la classe, c'est du mangle, quoi. Le nom de la classe __ data, ça a marché. Et je peux même le modifier après. Mais bon, c'est vraiment là, faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça chez vous. Non, faites pas ça chez vous. C'est juste pour dire que c'est pas absolu. Genre, il y a des moyens de le contourner, quoi. Mais tu parles de ce que tu disais entre adultes consentants dans Python. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux vite hacker un truc rapidement, genre tu utilises une librairie externe et tu fais pas ce que tu veux ou il y a un bug. Tu peux faire un truc un peu sale pour pouvoir et après faire un patch. Ouais, complètement. Il y a plein de langages hyper rigides, c'est super chiant. De fou. Tu vas cloner tout le projet, le truc upload. Là, si tu veux hacker une librairie pour faire un truc, mais il y a la responsabilité que tu ne vas pas garder ça en profit. Complètement. Et puis, ça, c'est cohérent ce genre de choses avec le fait que Python soit fondamentalement un langage interprété, quoi. Genre, comme on peut modifier directement à l'interprétation les choses, et donc du coup, on peut hacker si tu sais ce que tu fais. Et voilà. Et d'ailleurs, je rebondis pour essayer de raccrocher le wagon. L'héritage est un super moyen de hack et de rajouter des fonctionnalités
ou de modifier des fonctionnalités d'un package qui ne t'appartient pas, sans forcément devoir faire une PR. Moi, ça arrive souvent que je prenne l'objet que je veux utiliser, je me dis, il me faudrait cette petite bidouille en plus, bah, je vais juste hériter cet objet et faire l'appeler comme je veux, et ensuite rajouter cette petite bidouille, et ça crée tout simplement un objet avec, même un fixe, limite, on pourrait faire ça. Enfin, bref. Bon, en parlant d'héritage, je n'ai pas encore défini vraiment ce que c'est. En fait, c'est au lieu de créer une classe qui part de zéro, en fait, ça part jamais de zéro, mais c'est des détails techniques. On peut créer une classe qui hérite d'une classe parente, en l'occurrence, avant, je l'ai fait différemment. En l'occurrence, special config, là, c'est une classe que j'ai créée qui est vide, hein, où je n'ai pas mis de méthode ni d'attribut, mais elle hérite de cette classe-là juste au-dessus. Et donc, du coup, quand je l'instancie special config avec ça, je peux, en fait, elle hérite du init, elle hérite du reset, et donc je peux utiliser finalement les méthodes de ma classe parente. Donc là c'est un exemple vraiment très simple pour montrer l'héritage, mais bien sûr, special config, il peut avoir ses propres méthodes. Et d'ailleurs, il peut avoir une méthode reset, qui est la même que la classe config. C'est pour ça que je disais qu'on peut fixer des trucs avec l'héritage, un petit peu par association, parce que je pourrais avoir def reset ici, et faire self data égale coucou 1. Et là, instantanément, du coup, cette fonction reset là, elle a pris le pas sur la fonction reset de base de ma fonction parent. Donc, c'est ça l'héritage, c'est d'hériter des méthodes et des attributs de la classe parente, mais avec la possibilité de les override, de les modifier. Et évidemment, c'est la classe enfant qui va avoir la préséance. Donc là, en l'occurrence, c'est cette méthode-là qui va prendre le pas par rapport à l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très pratique parce que ça permet par exemple, de créer une classe config qui va être un peu une base et ensuite faire de l'héritage et avoir des classes, par exemple, component A config, component B config, qui héritent toutes d'une base, mais qui va avoir des choses particulières, des méthodes ou des attributs particuliers. Et ça améliore beaucoup, beaucoup ça évite de réécrire les mêmes choses. Donc là, je dis, bien sûr, la classe enfant, la classe enfant peut avoir ses propres méthodes. Je l'ai déjà montré parce que j'ai créé une méthode reset, mais ça peut être des méthodes qui n'ont rien à voir. Par exemple, cette méthode display. Et là, ça permet aussi de vous montrer quelque chose. C'est cette petite fonction super là. En fait, c'est juste une fonction, généralement on l'utilise dans le constructeur, mais on peut l'utiliser partout. C'est une fonction qui permet d'accéder à une méthode parente dans la classe enfant. En l'occurrence, là, super, ça va me permettre d'exécuter le init de config. Si j'hérite de plusieurs classes. Et si tu hérites de plusieurs classes, tu peux, je crois que c'est dans le super qu'on définit la classe. Je crois que PyCharm ne recommande pas le super sans rien, généralement, avec le rempli de plein de trucs. Ouais. Si, c'est le truc standard super sans rien. Voilà, en fait, super, ce que ça fait surtout, c'est que ça gère l'ordre qui va bien. Ouais, et donc, bon, si tu as un diagramme d'héritage tout simple en ligne comme ça, il appelle la classe du dessus et qui elle-même éventuellement appellera la classe du dessus, etc. Mais notamment, si tu as un diagramme en losange, alors là encore, ne faites pas ça chez vous les enfants. Donc, diagramme en losange, ça veut dire qu'on a une classe fille qui hérite d'un papa et d'une maman, et que par contre, le papa et le maman héritent de la même grand-maman. Donc, c'est Game of Thrones, ça. Ouais, et là, on peut commencer à avoir le super, en fait, normalement, si on appelait la classe mère à chaque fois, en fait, on aurait le fils qui appelle la maman, qui appelle elle-même la grand-maman,
et qui d'un autre côté appelle le papa qui va aussi appeler la grand-maman. Donc grand-maman va être appelée 2 fois. Ouais. Alors que le super va gérer ça proprement et en gros, il va appeler papa, maman et ensuite grand-mère. En gros, pour résumer. Alors, petit détail, mais ça, c'est. Alors, je parle juste après d'héritage multiple, mais vraiment rapidement. Ces histoires de résoudre qu'est-ce qui est appelé en fonction d'héritage multiple et tout, c'est un problème qui s'appelle MRO, Oui, Multiple Resolution Order, un truc Ouais, comme ça. comme ça. Et Python, ça a dû d'ailleurs changer entre Python 2 et Python 3, je crois, mais il le gère avec un algorithme qui s'appelle comment déjà? Je sais plus. C'est pas un topologie comme ça. C'est résoudre les dépendances dans l'ordre. Mais il a un nom, mais là, je ne l'ai plus. Là. Bref, c'est ça. Et ceci dit, en tout cas, bon, s'il y a des débutants en programmation orientée objet qui nous écoutent, en général, vous ne voulez pas faire de l'héritage multiple. Exactement. Et donc, tu fais bien de le dire, car ma slide d'après, c'est… non, mais justement… des mixines et c'est tout. Voilà, alors c'est exactement ce que dit cette slide, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'héritage multiple, c'est-à-dire que là, par exemple, ma spéciale config, elle hérite à la fois de config et de pretty config mixin. Donc, c'est deux classes qui sont là au-dessus. Mais voilà, donc on peut le faire. Après, c'est souvent une pas super bonne pratique de le faire parce que ça complexifie le code énormément et que justement, il y a ces histoires de MRO, si tout le monde a les mêmes méthodes, qui est appelé en premier, etc. Machin. Parce qu'on peut voir parfois, vraiment qu'on fasse config et pretty config mixin ou l'inverse, ça va influer sur qui est appelé en premier, etc. Il y a des fois où l'algorithme, justement, il va fail parce que l'ordre, il est mauvais, quoi. En l'occurrence, quand dans l'histoire, il y a aussi object, etc. Le seul moment, le seul, entre guillemets, design pattern où ça peut être utile, c'est ce qu'on appelle en général les mixins, c'est d'avoir une classe dans laquelle on veut hériter, une classe de base config, et que potentiellement, on va avoir des fonctionnalités qu'on veut rajouter à des classes comme ça, des classes config ou des autres, mais si vous voulez, ces fonctionnalités, elles sont un petit peu indépendantes et potentiellement, il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, c'est pour rajouter une fonctionnalité ou une méthode particulière et de le rajouter en même temps que l'héritage, on peut faire de l'héritage multiple et dire j'hérite de config, mais j'hérite aussi du pretty config mixin qui me rajoute ma méthode pretty, mais ce mixin qui pourrait être utile pour d'autres classes mères que config, parce que sinon, il suffit de le rajouter à la classe config. Vous voyez l'idée, c'est pour rajouter des fonctionnalités en même temps au niveau de l'héritage. Bon, je trouve que les mixins, déjà, parfois, c'est vraiment débattable d'utiliser des design patterns ou pas. Souvent, ce n'est pas la peine. Et l'héritage multiple, encore pire. Donc, je ne vais pas passer non plus 3 heures là-dedans. Après, voilà. Toi, je pense que c'est des cache property qui sont mixés. Alors, moi, les cache property que j'utilise, elles ne sont pas en mixin. Par contre, ce que je mets en mixin, c'est une méthode qui permet justement d'effacer le cache. Ouais, voilà. Et donc, cette méthode-là, finalement, elle va marcher pour plein de classes parentes différentes. Ça, pour toutes les classes, j'utilise des cache properties. Mais potentiellement, tu ne veux pas la rajouter soit à chaque fois. Peut-être que dans la classe fille, parfois, tu ne veux pas qu'elle existe. Et toutes les classes, en Python, elles héritent de cache parent. Okay. Est-ce que tu peux override ça, faire en échanger sans recoder Python? Évidemment, il ne faut pas le faire. Mais peut-être avec des métaclasses, pour le coup. Donc, du coup, avec ton new, c'est pas du tout le scope. Mais sans rien spécifier. Donc, tu crées une classe et sans spécifier la classe parent que ça. Ouais, tout est un objet en Python. Donc, du coup, ta classe, elle est parente de object, de l'objet objet. Mais je voulais pas trop delve là-dedans. Et donc, du coup, pouvoir faire en sorte que ça, ce soit pas le cas, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de tout casser, quoi. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais peut-être que du coup, si j'avais envie de faire ça, peut-être que je me dirais, si ça se fait avec des métaclasses, on peut faire en sorte. Peut-être des métaclasses, c'est des choses qui vont, entre guillemets, générer des classes, mais j'en parle pas du tout là. Généralement, il ne faut pas le faire. Enfin, dans 99,9%, il ne faut pas le faire. Après, juste encore un autre exemple de mixin que j'utilise moi, c'est la mixin SaveLoad, qui en gros, n'importe quelle classe a un attribut, a une méthode save qui la dump sur le disque, et un attribut load pour charger, et y compris qui hack un peu le init pour qu'éventuellement tu puisses
à l'init chargé directement sur le disque. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire un mixing plutôt que genre juste un module avec deux fonctions qui est dump ma classe et load ma classe, tu vois, tu fais load ma classe et tu passes ton paramètre. Comme tu dis, c'est le petit hack du init qui permet. Ok. Oui, tu override le init dans le mixing. Oui, ok. On va. Je suis loin d'avoir fini. Après, si vous avez faim. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, là, petit exercice 2. Écrire une classe square qui va hériter de la classe rectangle. Et du coup, je vous conseille d'utiliser justement cette notion de super pour ne pas avoir à refaire le init, pour faire le init plus facilement. Donc ensuite, je vais parler assez rapidement de ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est pareil, c'est des mots qui sont souvent utilisés, même si dans les faits, finalement, on s'en fiche un peu, je trouve. Mais c'est des mots qui sont très fondamentaux en programmation orientée objet. C'est le fait d'avoir une interface, la même interface, mais avec des comportements différents. Par exemple, la fonction len, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais la fonction len, en fonction de si on lui passe une liste ou par exemple une string comme ça, en fait, elle va faire des choses différentes. Une fois, elle compte le nombre d'items dans la liste, et une fois, elle compte le nombre de caractères dans la liste. C'est analogue, hein, mais finalement, en fonction du type qu'on passe à len, len va s'adapter. Alors en fait, c'est l'inverse. On va voir après, mais c'est ça le polymorphisme. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, si on veut... Pardon ? Ouais, j'ai une petite subtilité, mais le fait qu'une fonction elle ne fasse pas la même chose sur le type qui est passé, c'est un truc qui n'est pas prêt. Enfin, je pense que c'est un peu différent. C'est le single dispatch, le multiple dispatch, ce que Python ne fait pas. Si en Python, tu as deux fonctions, mais tu dirais ça, c'est la fonction pour le type A et pour le type B, oui. Ça ne marche pas. Ça, c'est plutôt le polymorphisme, c'est plutôt le fait que les deux trucs que tu lui passes, ils ont les mêmes méthodes et qu'à l'intérieur. Bah ouais. Alors, oui, disons que ça émule un espèce de time dispatch par le fait d'appeler une fonction underscore len qui elle-même est polymorphique. Le polymorphisme, c'est plus que deux, c'est plus que deux objets. Ils partagent la même interface. C'est pas les mêmes, ils partagent la même interface. Bah voilà, du coup, par exemple, là l'exemple, c'est là, j'implémente un peu du polymorphisme avec justement de cette notion d'héritage. J'ai une base config et j'ai deux classes component config A et component config B qui héritent de ça. Mais finalement, du coup, quand je crée, et donc finalement, ils partagent une même interface puisqu'ils partagent les méthodes de la base config et donc ils partagent JSON et YAML. Et donc, si par exemple, je loupe sur mes composants, sur mes composants config, là, sur les objets que j'ai créés par rapport à component config A et B, bah, finalement, je peux appeler .json et ça va marcher. Alors, le vrai intérêt du polymorphisme ici, ce serait de refaire la méthode JSON dans chacun des composants config et faire des choses différentes. Et donc, en fait, finalement, le code en dessous, il va entre guillemets s'adapter en fonction du composant. Il va appeler la même méthode, mais ça va faire potentiellement des choses différentes. Et alors, tu parlais de dispatch et tout. Le fait si vous avez fait du Java, c'est souvent très utilisé de faire ce qu'on appelle du method overloading, c'est-à-dire d'avoir la même fonction qui a le même nom, par exemple la display, mais potentiellement, cette fonction display, si on lui passe un paramètre, elle va faire quelque chose, si on lui passe deux paramètres, elle va faire quelque chose, ou alors si on passe des paramètres mais avec des types différents, si on lui passe un paramètre data mais qui est un int ou une liste, ça va faire des choses différentes. Ça s'appelle le method overloading et Python, c'est pas possible de le faire. Mais on a des moyens pour faire autrement, justement. Parce qu'en fait, c'est pas la même philosophie derrière. Et donc, par exemple, si on fait display avec un set de paramètres et des displays avec un autre set de paramètres, finalement, il va toujours appeler la dernière qui a été créée. Donc, celle-ci, elle va être toujours, elle va être jamais prise en compte. Et là, en l'occurrence, il me dit, là, j'aurais voulu appeler la première parce que j'ai mis que un, j'ai pas mis de préfixe. En l'occurrence, il va me dire, ah bah non, il manque un préfixe parce qu'il pense qu'il n'existe que celle-là. Et donc voilà, et donc pour pouvoir un petit peu faire ce polymorphisme, par exemple, réagir, comment fait Python pour que la fonction len fasse des choses différentes en fonction de type, bah en fait, Python, il a ce concept vraiment intéressant ce qu'on appelle des magic méthodes.
c'est des méthodes qu'on peut override dans notre objet qui va définir le comportement de l'objet à plusieurs choses, par exemple des opérateurs, supérieur, supérieur égal, etc. Des méthodes built-in comme len, comme print, ou la représentation de classe, les contextes managers, etc. Donc, il y a beaucoup de magic, enfin, il y a pas mal de magic méthodes. C'est évidemment décrit dans la doc de Python. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on fait len sur un objet créé par une classe custom comme ça, qui n'a pas de magic method underscore len, bah, on va avoir un type error. Il n'y a pas de len en fait, parce qu'on ne l'a jamais défini. Alors que si on rajoute underscore len et qu'on définit explicitement ce qu'il faut faire, là par exemple, bon, elle est débile ma classe, mais elle a un objet data qui est une liste, et en fait je voudrais que quand je fasse underscore len, ça me donne la taille de ma liste. Eh bien, finalement, j'ai juste à définir ça explicitement dans mon underscore len underscore. Et là, quand je fais len de container, de l'objet, ça va marcher. Un autre exemple, la représentation d'une classe, quand on fait print d'un objet, pardon, quand on fait print de mon objet container ici, ça va me donner quelque chose qui ne donne pas énormément d'informations, mais par contre, si je fais underscore REPR ou STR, généralement, il y a une différence légère, mais ouais. Et bien là, en fait, j'ai redéfini et je lui ai dit que ça devait ressembler à ça. La convention, un peu, je pense, c'est que la méthode REPR, c'est théoriquement, tu peux coller le code que ça sort, mais c'est du code valide, enfin, c'est du debug et c'est du code valide. Ouais. Du coup, généralement, non, en fait, c'est pas exactement ça. En fait, tu as deux fonctions entre guillemets pour caster un objet en chaîne de caractères. Tu as repr et tu as str, donc sans underscore, la fonction repr et la fonction str, qui vont appeler respectivement underscore repr et underscore str. Et si tu formates une chaîne de caractères, genre avec des %d pour les flottants et ainsi de suite, en fait, tu as la syntaxe %s qui passe par underscore str et %r qui passe par underscore rep. Et en gros, tu utilises l'une plutôt pour faire du débugage pour le développeur et l'autre plutôt pour faire du rendu pour l'utilisateur. Mais dans ce cas-là, tu peux implémenter underscore format carrément et avoir tes propres. Oui, sauf que quand tu fais print %r, %s, c'est prévu pour passer dans repr et dans str. Et il n'y a pas de format poète là. C'est ce que je veux dire. Donc, tu peux faire ce que tu dis, mais ce ne sera pas intégré nativement dans certaines fonctions que tu peux apprécier. Dernier exemple qui est assez intéressant, c'est la magic method call qui permet de rendre un objet callable, appelable. Et donc, par exemple, là, mon objet container, je le crée par rapport à ma classe et on veut potentiellement que ça puisse agir un peu comme une fonction, si vous voulez, avec les parenthèses. Et ben, on peut utiliser call et on peut lui mettre des paramètres. D'ailleurs, là, j'en ai pas mis, mais comme ça, après, quand je mets des parenthèses à mon objet, et ben, ça appelle la magic method call. Donc ça peut être utile parfois pour… Ouais, alors je me permets une petite remarque parce que je pense que c'est important d'en parler, mais c'est important d'expliquer quand l'utiliser pour éviter à certains gens de faire n'importe quoi qui se reconnaîtront peut-être. En fait, les underscore call, c'est très utile quand on veut faire l'équivalent en maths des fonctions paramétrées. Donc, par exemple, le f de lambda, parenthèse x, et auquel cas ton data serait ton lambda en quelque sorte. Donc, dans ce cas-là, effectivement, à call, tu vas passer l'équivalent de x. Et dans ce cas-là, c'est très, très pratique. Et l'avantage, en fait, c'est que ça permet, en particulier quand tu as des fonctions qui attendent d'autres fonctions en paramètres, donc ce qu'on appelle des callbacks. Parfois, en fait, il se trouve que ça attend un f de x, mais toi, en fait, moralement, tu aimerais bien paramétrer ce truc par un lambda. Et ben, dans ce cas-là, designer un objet callable va te permettre justement de faire rentrer ta fonction dans cette fonction qui attend une callback alors que tu as besoin de cette notion de lambda. Et c'est là où ça devient utile en fait. Ouais, du coup, oui, c'est le fonction call comme ça. C'est vrai que, pour vous donner un peu un ordre d'idée, normalement, on l'utilise quand même pas souvent, sauf pour des choses assez précises. Donc, moi, j'avoue que j'utilise pas tout. Ah.
Après, ça dépend. Tu vois, tu es peut-être tout le temps en train de faire un peu les patterns qui permettent qui ont besoin en de ça. fait, je suis presque tout le temps dans le cas de Marco, moi. Et le cas typique que j'ai, c'est par exemple, ça j'en ai déjà parlé dans le Python Workshop il y a longtemps, mais j'ai par exemple un algorithme, et puis cet algorithme-là, il va utiliser des sous-algorithmes, en fait, qui typiquement sont justement paramétrés par un certain nombre d'hyperparamètres, etc. Et du coup, je dis, bah voilà, dans mon algorithme, un des arguments, c'est le sous-algorithme. Et ce sous-algorithme, bah, du coup, ça va être un objet de ma classe sous-algorithme qui est callable, qui sait faire des trucs, etc., mais que j'instancie au départ avec un certain nombre d'hyperparamètres, etc. Et ça, je trouve justement que, notamment dans un contexte un peu de recherche, en fait, c'est un truc que tu as tout le temps envie de faire. Parce que tu as tout le temps envie, justement, de tester des algorithmes avec des sous-algorithmes différents, de varier trucs, de varier machin. Je comprends. Je trouve ça très, très, très utile. Okay. Un exemple typique qui va dans la même veine, c'est par exemple, tu veux tracer tes courbes d'expérience en faisant varier un hyperparamètre et ta fonction, en gros, tu veux tracer y égale f de x en faisant varier ton lambda. Voilà, là, tu es dans l'exemple typique où tu as besoin de faire rentrer un truc qui dépend de lambda et de x dans un truc qui prend un f de x en fait. Okay. Ouais, ça, à la limite, si tu n'as que ça, tu pourrais. Excuse-nous, on hack ta présentation. Si tu n'as que ça, à la limite, comme disait Fabien, tu pourrais utiliser Partial, par exemple. Mais dès que tu généralises un petit peu cet exemple-là, effectivement, assez rapidement, Partial, ça ne suffit pas. Mais Partial, en fait, fait moralement ce que Mathieu décrit à l'écran, en vrai. Il le fait pour toi, en fait, sauf que tu ne le vois pas. Oui, c'est ça. Alors, j'ai presque fini, donc c'est… T'inquiète, on peut te faire déborder encore. Après, moi, ça me dérange pas. Les derniers trucs, en plus, c'est pas vraiment le plus important, c'est pour ça que j'ai vraiment mis à la fin, mais c'est pour faire plaisir aux Javaman. C'est les classes abstraites. Donc, les classes abstraites, je définirais ça par des classes qui vont permettre de nous donner on va dire, un contrat, une interface particulière, mais qu'on ne veut pas instancier directement. Dans l'exemple de tout à l'heure, j'avais un exemple base config qui me permettait d'avoir des méthodes communes à tous mes configs, etc. Mais potentiellement, dans mon programme, base config, ça ne correspond à rien. C'est juste une classe abstraite, justement, qui va me donner des choses, mais je ne veux jamais avoir à l'instancier. Et donc, par défaut, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu crées une classe, l'utilisateur il peut instancier cette classe, mais il est possible, avec une librairie built-in qui s'appelle ABC, comme abstract class, de permettre de faire en sorte que ce base config, il ne peut pas être instancié. Donc, en fait, le package built-in, il s'appelle ABC. On peut importer une classe, du coup, qui s'appelle ABC. Et si base config hérite de ABC, elle ne sera jamais instanciable, si vous voulez. Et il y a aussi quelque chose que j'utilise aussi quand je fais des classes abstraites, ce qui arrive quand même pas souvent, mais c'est le décorateur abstract method qui permet en clair de forcer les classes filles qui héritent de base config à devoir définir ces méthodes abstraites là. Parce que sinon, effectivement, si je mets pas ces trucs là, je pourrais faire une classe config sans redéfinir JSON et il prendrait la définition qui est dans la classe abstract. Donc, abstract method, ça permet de forcer config à devoir réimplémenter. Et donc, du coup, je peux mettre pass ou je peux mettre return, je peux mettre ce que je veux ici. En fait, ça ne sera jamais appelé. D'ailleurs, c'est présume que tu as oublié self dans ton exemple. Là, ici, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais peu importe, parce que là, en fait, généralement, même ici, tu peux mettre tu peux même faire args quarks, quoi. De toute façon, ce sera jamais… Justement, c'était ma question. C'était est-ce qu'il tient compte de la signature ou pas? Non, tu fais ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas de méthode overloading. Pas de charme peut-être. Ouais, voilà. Alors, disons que c'est poli quand même de mettre la signature que tu attends dans les classes. Mais on peut la redéfinir dans la classe. Et par contre, ça, c'est un peu pénible pour les tests, parce que ça ne sera jamais du code appelé. Donc, du coup, Pragma no cover, là, il est souvent… J'ai deux remarques par rapport à ça, parce qu'on a décidé de te faire déborder du temps. Ouais. La première, c'est qu'on a eu une excellente présentation sur les classes abstraites en Python, donc une année précédente du Working Group par Édouard Pinault,
Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par les classes abstraites, vous pouvez aller rechercher cette présentation. Et l'autre remarque, c'est qu'il y a une façon un tout petit peu plus simple de faire, un tout petit peu plus light de faire des classes abstraites en Python, qui consiste à pas utiliser ABC, etc., etc. Et par contre, quand on fait def JSON machin, on met juste raise not implemented error. Et à ce moment-là, ça n'oblige personne à quoi que ce soit. Les gens ont le droit d'instancier un objet de la classe baseConfig. Les gens qui définissent des classes filles ne sont pas obligés de redéfinir les méthodes JSON et YAML. Mais voilà, c'est une espèce de classe abstraite light d'une certaine façon. Et si vous avez un bon IDE, par exemple PyCharm, si vous faites une classe fille et que vous ne redéfinissez pas la méthode, il va quand même vous prévenir. Il va vous dire, oh, c'est quand même bizarre parce que ce truc-là, il est not implemented dans la classe mère. Est-ce que c'est pas quand même un truc que tu voudrais redéfinir dans la classe fille? Je dis, PyCharm, il va aussi dire, allez, mais ABC, je le fais pour toi. Ouais, c'est aussi une façon de faire raise comme ça. À pas confondre not implemented error et not implemented. Mais c'est possible aussi, au lieu de s'embêter, du coup, là, on pourra faire ça. Et retirer. C'est quoi la différence entre not implemented et not implemented? Je sais plus. Not implemented, je sais pas ce que c'est, le truc que tu en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que not implemented, tu n'as jamais besoin de savoir ce que c'est. Globalement, tu fais juste toujours not implemented. De toute façon, c'est Rise. Si c'est Rise, c'est. Oui. Après, tu peux faire ta propre exception, c'est pas envie. Mais donc voilà. Oui, ça, c'est aussi l'autre façon de faire. Disons que. Bon, alors moi, pour le coup, je préfère les classes abstraites parce que je trouve que du coup, l'erreur, l'exception va être un petit peu plus explicite. Ah oui, sinon, il n'y a pas d'exception de toute façon, parce que tu vas pouvoir instancier ton objet. Oui, et tu vas pouvoir instancier ton objet, c'est la différence. C'est la différence entre not implemented et not implemented error. Donc là, effectivement, c'est le bon use case pour not implemented error. Mais apparemment, si tu sais, il y a des opérateurs qui sont réversibles. Genre, tu peux définir l'addition que vers le type à gauche ou à droite. Ouais. Avec RA des qui sont des magic methods. Et en gros, si tu n'en implémentes pas un des deux, tu mets raise not implemented. Tu return not implemented, qui n'est pas une exception, qui est une sorte de sentinelle. Et ça lui dit, lui, je vais utiliser l'autre. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, c'est donc effectivement, c'est quand tu as envie d'overload un opérateur, mais tu n'as pas envie de le faire dans l'autre sens. Néanmoins, Python, il est assez intelligent pour se débrouiller, mais il faut lui mettre. C'est quand même vraiment pas un truc très souvent. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Alors, on a déjà posé beaucoup de questions pendant l'exposé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore des questions sur le… Moi, j'aimerais juste faire une toute petite remarque parce que Mathieu n'en a pas parlé, sauf si j'ai une absence. Mais l'un des intérêts aussi des classes, c'est qu'on peut redéfinir des opérateurs, enfin surcharger des opérateurs, et dans certains cas, ça peut être pratique. Par exemple, on pourrait imaginer l'addition de deux personnes. Que fait l'addition de deux personnes? Donc, dans certains cas, ça permet de faire du code assez élégant. C'est une possibilité qui est offerte par les langages objets, enfin par les classes. Au même titre qu'il y a les underscore str, il y a des underscore pour tous les opérateurs, donc ça peut être pratique. Ah oui, voilà. C'est ce que je dis par opérateur là, mais effectivement, j'ai mis cet exemple-là, mais le plus, par exemple, si vous connaissez passlib, par exemple, c'est un exemple au passage, ça permet de faire des objets pass, et on peut faire pass, et en fait, il redéfinit le slash, le div, pour avoir une façon un petit peu élégante de pouvoir mettre des passes bout à bout. Par exemple, c'est comme ça qu'ils ont dû l'implémenter. Mais ouais, c'est pas mal.